Donc voilà. Merci Monsieur Dubois de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir répondre à des questions qui viennent directement d'étudiants investis. Avec plaisir. Et donc je vais peut-être juste entamer en vous demandant une petite présentation de votre personne en tant que futur candidat au poste de recteur. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir me présenter auprès de l'ensemble de nos étudiants. Donc je m'appelle Philippe Dubois, je suis professeur de chimie à la faculté des sciences de notre université, faculté que j'ai rejoint le 2 octobre 1997, donc nous sommes dans l'année du 20e anniversaire de notre service. Le service que j'ai créé et que je dirige actuellement, le service des matériaux polymères et composites, qui est un service un petit peu hybride dans ce sens qu'il est à cheval entre l'université et le centre de recherche agréé, créé par l'université Materia Nova. Et donc nous sommes environ une cinquantaine de personnes. Merci beaucoup. Avant de nous plonger réellement justement dans le vif de ces questions, puisqu'il y en a quelques-unes qui se veulent bien évidemment persistantes, puisqu'elles ont l'objectif d'avoir réellement des réponses, je me plongerai en fait sur une partie de votre intervention lors de votre présentation publique. Vous aviez mis en avant la large concertation que vous avez faite auprès des directions. Pourquoi ne pas avoir envisagé une concertation peut-être aussi avant votre présentation publique avec les étudiants? Alors, la raison est très simple. Évidemment, on y a réfléchi, j'y ai réfléchi, mais je voulais au préalable évoluer de manière phasée. D'abord, vérifier si ma candidature pouvait agréer à l'équipe en place, ce qui fut le cas. Ensuite, établir qui pourrait être le partenaire comme candidat premier vice-recteur, tout en ayant à l'esprit le respect des justes équilibres au sein de notre institution, qui est quand même une institution relativement jeune en tant que U11. Et donc, est-ce qu'il fallait avoir, si le candidat recteur est sciences dures, que le second, c'est-à-dire le premier vice-recteur, soit plutôt des sciences humaines. Puis ensuite, constituer une équipe. Avec cette équipe, réfléchir qu'avons-nous besoin à l'université en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. D'où cette notion de collège rectoral, qui est quand même une première. Et puis ensuite, pouvons-nous implémenter correctement, dans un agenda acceptable, ce que nous proposons. Nous avons donc vu l'ensemble des directeurs administratifs. Et là, on fait une proposition. Sur base de cette proposition, comme je l'ai écrit clairement dans ce qu'on appelle un programme, ce n'est pas un programme, ce sont des lignes d'action. Et ces lignes d'action, il me faut les présenter. Et donc, très franchement, si tu n'étais pas venu pour me contacter, moi alors là, j'allais contacter, parce que ce n'est pas un programme, ce sont des lignes d'action qu'il faut transformer sous la forme d'un programme. Et là, qui va transformer ça sous la forme d'un programme réel? C'est le conseil d'administration. Et au conseil d'administration, nous avons des représentants des étudiants. Et antérieurement, préalablement à ce conseil d'administration, d'abord il faut voir est-ce que je serai élu, je ne le savais pas à ce moment-là, et donc je n'aurais pas voulu donner l'impression non plus, en allant voir les étudiants, en allant voir le Corsi, de faire un petit peu mon marché pour être certain que je sois le seul et unique. Absolument pas. Ça fait quand même depuis plusieurs mois, comme je l'ai signalé, presque le printemps dernier, que nous réfléchissons à la situation de l'université aujourd'hui et surtout ce qu'elle pourrait être demain. Il y a des enjeux internes, des enjeux externes. Les enjeux externes sont clairs, il y a, au niveau budgétaire, la loi de financement des universités, mais également au niveau de la structuration de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon nombre de questions subsistent à ce niveau-là. Et donc, si maintenant les membres de l'université, en ce compris évidemment les étudiants, nous font confiance, à moi, à Marc Laby comme candidat premier vice-recteur, à toute l'équipe et le collège, il nous reviendra de revoir ces grandes lignes d'action pour façonner un programme qui convienne à tous, évidemment. Je ne pouvais pas imaginer, avant même une élection, déjà dire, voilà, moi j'ai vu tout le monde, voilà ce que sera le programme.
Je pense que c'était l'objectif de se dire, voilà, d'être investi clairement dans la réflexion, et c'était le souhait en tout cas de bon nombre d'étudiants qui sont actuellement aujourd'hui investis. Vous parlez d'un programme, ou plutôt de ligne d'action. On retrouve le terme excellence qui ressort à de multiples reprises. Est-ce que vous estimez que votre vision d'excellence est compatible avec l'idée de permettre l'accès à tous et pour tous à l'enseignement supérieur? Sans hésitation, ma réponse est totalement affirmative. J'en suis pertinemment persuadé, profondément persuadé. Et ça, c'est notre chance, en fait. On recrute beaucoup de nos étudiants localement. Il y a une motivation extraordinaire, il y a une fraîcheur incroyable. Je dis souvent à mes propres étudiants ici, qu'ils soient bacheliers, master ou en doctorat, mais le plus souvent je reçois dans mes mains des diamants bruts. Mon rôle est simplement de, entre guillemets, de les tailler, mais plus encore à ce qu'ils se taillent eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas conscients de leur potentiel. Moi-même, je suis passé par là. Et donc, je suis moi-même conscient à quel point, si je n'avais pas bénéficié, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, de l'ascenseur social qu'offrent nos universités locales, on ne peut pas avoir ce développement international. Et très modestement, je peux dire que j'ai quand même connu une reconnaissance internationale, et j'espère pouvoir en faire bénéficier les jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs, n'oublions pas qu'on a la formation continue au sein de notre université, que ce soit à Mons ou à Charleroi d'ailleurs. Vous parlez de territoire, d'implication locale, vous parlez aussi de financement, de budget. Estimez-vous que les universités ont réellement encore un besoin de rebudgétisation? Oui, bien sûr. Surtout une université comme la nôtre, je veux dire, toute université va dire qu'on a besoin d'un financement, mais regardons l'évolution de l'université de Mons depuis 2009, il y a 9 ans d'ici. En moyenne, au moins 5% de croissance annuelle qui se cumule. Donc, si on imagine qu'on garde le budget tel qu'il fut présenté à l'université de Mons en 2007-2008, pour tous les ingrédients qui ont permis de constituer ce qu'est aujourd'hui notre université, ça veut dire qu'on serait largement en dessous du budget qui nous permet de fonctionner. Il suffit de regarder non seulement la croissance des étudiants, du nombre des étudiants, mais également notre infrastructure. De nouveaux bâtiments ont été construits. Je pense aux bâtiments des mathématiciens et des physiciens, le de Vinci. Je pense à la place du Parc, au niveau bibliothèque. Pour le moment, il y a un appel au bureau d'architecture pour la faculté d'architecture et d'urbanisme. Tout ça, ça doit être financé, évidemment. Et on doit remercier nos administrateurs précédents et actuels d'avoir une gestion saine. Dans mes lignes d'action, je souhaite maintenir évidemment la gestion parfaitement saine budgétairement de notre institution, tout en assurant cette croissance. Okay. Et qui dit croissance dit non seulement budget pour l'équipement, budget pour l'infrastructure, mais également, si on veut garder ce qui caractérise notre université, une université à dimension humaine, à proximité entre encadrants, enseignants et étudiants, il faudra aussi adapter à la croissance le staff qui encadre ces étudiants. Donc effectivement, nous avons besoin d'une budgétisation qui est au prorata de notre croissance. Ok. Dans l'estimation que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous estimez que le coût supporté actuellement par les étudiants pour l'accès à l'enseignement supérieur est acceptable? Et voyez-vous d'un mauvais œil ou d'un bon œil l'idée qu'on puisse à un moment donné revoir notamment le coût du Minerval? C'est le Minerval. En tout cas, il est hors de question pour moi de voir une augmentation du Minerval. Il suffit de regarder ici, justement, au sein même de l'université de Mons, le nombre d'étudiants qui bénéficient de réduction de ce Minerval. Ce serait un non-sens d'envisager une augmentation. Et je l'ai dit dans ma présentation publique, c'est non seulement un ascenseur social individuel pour nos étudiants,
mais c'est également un ascenseur sociétal. Mhm. C'est un investissement de fonds publics avec un retour à relativement moyen, ou disons presque court terme, de ces étudiants qui reviennent, qui assurent la création d'emplois, l'innovation au niveau de notre région et particulièrement de notre province du Hainaut, qu'on a bien besoin, me semble-t-il. Donc ma question est claire, non, hors de question d'envisager une augmentation. De façon générale, vous le signaliez là aussi à de multiples reprises dans votre discours, vous estimez être dans la continuité des mandats réalisés par M. Conti. Au niveau de l'enseignement, au niveau des structures de l'université, vous l'avez survolé il y a quelques instants, qu'est-ce que ça implique pour vous? Est-ce que c'est l'objectif de faire simplement la même chose, de continuer le même projet, ou est-ce que ça implique véritablement de s'appuyer fondamentalement sur ce qui a été fait et de créer quelque chose de totalement nouveau? Calogero Conti et son équipe sont parvenus à clairement impulser une dynamique qu'aucun des partenaires constitutifs de l'UMONS n'était parvenu à impulser. Quand je dis que je suis dans la continuité de ces actions, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est continuer à impulser cette dynamique, ne pas se contenter des acquis, se dire, ben voilà, les choses sont faites, il ne reste plus qu'à poursuivre le système tel qu'il est en place. Non, il y a cette volonté de croissance, de développement, qui est une de nos forces. On est de plus en plus attractif. Je veux le faire en gardant l'autonomie de notre institution, mais j'insiste, autonomie collaborative, toujours au bénéfice de nos étudiants et, comme je viens de le dire, indirectement de son ancrage territorial. Ça me paraît très évident. Il y a un appel au niveau de l'ARES de possibilités d'habilitation partagée. Et voilà un niveau sur lequel nous comptons jouer très prochainement pour pouvoir encore accroître cette offre de disciplines non encore enseignées, que ce soit au premier ou au second cycle au sein de notre université. Pour arriver à faire ça, il faut persuader nos partenaires. Et deuxièmement, il faut se donner les moyens pour pouvoir suivre cette évolution, tout en gardant cette proximité. Et là, c'est une juste réflexion qui impose un travail collectif. Vous parlez d'habilitation, donc c'est ces moyens qui permettent à des institutions d'enseignement supérieur de proposer un cursus universitaire, un cursus exact. En haute école ou en école d'art ou même en promotion sociale. À nouveau, je reviens sur votre intervention publique. Vous estimiez aussi, vous aviez un intérêt profond à proposer une consolidation de l'université, notamment par l'enrichissement de nouveaux cursus. Comment voyez-vous cette mise en place de nouveaux cursus à l'UMONS? Alors, d'abord, nous émettons des propositions à l'ARES. Il reviendra à l'ARES et à ses parties constituantes de décider si oui ou non ça peut se faire, avec quels moyens, puisqu'ensuite ça reviendra au cabinet du ministre. Mais une chose me paraît claire. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. En partenariat avec l'ULB, nous avons clairement émis le souhait, et d'ailleurs c'est lancé pour l'année académique prochaine, de lancer 3 bacheliers sur Charleroi, en partenariat. Je vais prendre un des 3 bacheliers en biosciences. C'est un partenariat sur Charleroi, un cycle complet de 3 années. Ça demande des moyens. Nous avons pris le pari, je dirais, l'investissement de se lancer. Nous espérons évidemment d'avoir un soutien du ministre pour pouvoir poursuivre. Pourquoi nous avons pris ce pari? Parce qu'il y a une demande réelle de la part de nos étudiants. Et ce bachelier en biosciences, au terme de ces 3 ans, ça va permettre aux étudiants de pouvoir orienter leur master, soit vers bio-ingénieur, soit vers un master en chimie, soit vers un master en biologie, par exemple. Donc ça veut dire, bio-ingénieur, nous n'avons pas les bio-ingénieurs à Mons, donc ce sera pour partir à l'extérieur. Chimie, ça peut être chez nous, biologie aussi. Donc ça montre bien que notre premier objectif est avant tout de cibler l'intérêt des étudiants. À nouveau ici, on va se plonger sur
différents types d'études, puisque c'est des questions, comme je le disais, qui reviennent directement des étudiants. Quelle est votre vision aujourd'hui quant à l'avenir des étudiants de droit sur le site de Mons? Alors pour le moment, on vient de passer un premier cap. Donc rappelons un petit peu un bref historique. Oui. Il n'y avait pas d'études de droit à Mons il y a quelques années d'ici. L'UMONS, avec l'ULB, nous avons organisé le bac, les 3 années de bac à Mons, une habilitation de l'ULB, et donc les étudiants étudiaient à Mons, mais étaient diplômés de l'ULB. Depuis peu, c'est une cohabilitation, puisque maintenant c'est UMONS-ULB. Les étudiants qui sortent de chez nous sortiront bacheliers. Ensuite, ils ont le choix de rejoindre des institutions où le master est proposé. Je pense que dans le cas précis du droit, il faut se donner un peu de temps, un peu de recul pour réfléchir, comme il se passe par exemple pour la pharmacie. On fait le premier cycle de pharmacie à Mons, et ensuite les étudiants partent ailleurs. On a beaucoup plus de recul au niveau pharmacie que droit. Et donc je pense qu'au niveau pharmacie, on est en train de s'interroger, pourquoi pas envisager un master en pharmacie à Mons. À un moment donné, j'imagine qu'on pourra au moins se poser la question, pourquoi pas ne pas envisager un master en droit à Mons. Ça me paraît assez normal d'y réfléchir. Mais chaque chose en son temps, me semble-t-il. La réflexion se porte dans le même sens pour l'avenir justement des étudiants en médecine. Bien sûr, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas avancer de front sur toutes ces disciplines différentes, parce qu'on vient de le dire, il y a aussi l'aspect budgétaire, financier. Il y a aussi un aspect, c'est que ce n'est pas nous qui nous donnons nous-mêmes nos habilitations. Il faut un accord collectif. Et je pense que dans ce contexte, l'exemple que nous donnons avec l'ULB de cohabilitation partagée, que ce soit à Mons ou à Charleroi, est un excellent exemple qui montre que l'on peut collaborer. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'exclusif. Cette autonomie collaborative n'est pas illimité, ciblé à une seule institution. Absolument pas. Ça peut être d'autres universités du pôle Énuyer. Nous sommes université de référence dans le pôle Énuyer. Gardons cela à l'esprit. Il y a d'autres universités dans le pôle Énuyer. Il y a également des hautes écoles. Et donc, ces partages de codiplomation peuvent être envisagés de manière multiple, sans exclusif. Au cours du dernier quinquennat, on a vu un nombre incroyable de constructions jaillir du sol. Certaines ont déjà été inaugurées, d'autres le seront durant votre premier mandat si toutefois vous êtes élu. Quel est aujourd'hui, comment envisagez-vous le développement structurel de l'université? Donc au niveau infrastructure, clairement il y a ce qui est déjà en phase, décidé par le CA, partie en construction, d'autres à venir. J'ai cité tout à l'heure les nouveaux bâtiments pour la faculté d'architecture et d'urbanisme. Pour le moment, ici sur la plaine de Nîmes, nous avons la finalisation de la construction après la crèche du bâtiment de Vinci. Au niveau de la place du Parc, il y a tout ce qui sera bibliothèque, salle de lecture, ce qu'on appelle aujourd'hui la chapelle de Visitandine, qui sera finalement un lieu d'exposition essentiellement. Par la suite, je pense que nous devons réfléchir, à mon sens, à un espace qui permette à nos étudiants de pouvoir collégialement, collectivement, avoir des activités. Je pense à une salle de fête pour nos étudiants. Vous lancez un sujet que j'allais de toute façon évoquer par la suite, justement. Dans cette optique justement de voir des structures jaillir du sol, et je vais reprendre les termes qui m'ont été rapportés directement, comme des champignons en automne, puisqu'on est surpris, même certains étudiants le sont, du nombre incroyable de bâtiments aujourd'hui qui sortent et qui se voient parfois rénovés, qui se voient créés de bout en bout. Donc vous trouveriez normal qu'au cours de votre mandat, on vienne à inaugurer une salle des fêtes ici à Mons? À inaugurer, j'en serais très heureux, mais en tout cas, au minimum, à avoir lancé cette initiative et avoir obtenu l'accord du CA pour construire une infrastructure dédiée aux étudiants, effectivement. De façon générale... Et d'ailleurs, je m'y engage. Ben voilà, c'est une prise de position qui a... ça doit être très clair.
Voilà, c'est bien gentil de votre part et je pense que c'est l'intérêt aussi des étudiants d'avoir justement ce type de prise de position puisque la suite est totalement dédiée justement à ça. On a aussi une réflexion quant à l'augmentation du nombre d'étudiants dans certaines filières. Je ne citerai ici que la FPSE puisque c'est vraiment la faculté qui regorge véritablement d'une croissance incroyable. Tout à fait. Et on voit de plus en plus pousser le sujet justement au milieu de la table de l'accueil réel dans nos auditoires d'un nombre très conséquent d'étudiants. Est-ce que vous envisageriez, vous, d'accepter l'idée d'une construction de nouveaux auditoires de grande capacité? Ça demande réellement une réflexion collective, parce que ce qui est vrai pour la FPSE, je vais reformuler. Je pense qu'on ne doit pas avoir une réponse uniquement par faculté. Oui. On doit avoir une réponse qui permette de satisfaire un ensemble de demandes, que ce soit par une, deux, trois ou quatre facultés. Et pour pouvoir répondre à ces demandes, il faut faire un cadastre. Aujourd'hui, ce que nous avons, demain, vers où nous allons en termes de croissance, quels sont les moyens qui seront mis à notre disposition. On revient à la question budgétaire, parce que si on répond oui, on a besoin de ça, mais que nous n'avons pas les moyens qui suivent, voilà, c'est pas possible. Ça va dépendre aussi des possibilités de cohabilitation, de codiplomation. Donc c'est vraiment un ensemble, et c'est en ayant analysé les tenants et aboutissants de cet ensemble, les différentes demandes, les différentes possibilités, les différentes autorisations que nous pourrons envisager. Là, il est beaucoup plus difficile pour moi de donner une réponse concrète ici. J'en viens à la vie étudiante de façon générale, que ce soit au niveau du conseil étudiant, donc le Réunion, ou que ce soit par le biais des AG, des associations facultaires, ou même l'ensemble des organisations qui existent et qui agissent aujourd'hui au sein de l'université. Il y a une vie étudiante, l'université en tout cas regorge une vie étudiante très forte. Et je m'en réjouis. Voilà. Quelle est votre vision actuelle de cet engagement étudiant? C'est très important. C'est à mes yeux capital. Quand j'étais moi-même étudiant, j'ai participé, j'étais vice-président d'un cercle d'étudiants et tout, parce que j'ai toujours estimé que c'était capital, parce que être étudiant, j'ai deux fils, un qui est étudiant universitaire, l'autre qui vient juste de terminer, combien de fois on a discuté avec eux. La vie étudiante, ce n'est pas qu'étudier, c'est aussi apprendre à trouver sa place dans la société, et pour trouver sa place, je pense aussi qu'il faut participer à des activités latérales, parallèles à ces études. Donc moi je pousse énormément, je reviens avec ce que j'ai dit, mon engagement en tout cas d'impulser cette construction d'un espace étudiant au sein de notre université. Nous en avons besoin, parce que c'est aussi une manière de fédérer les étudiants autour de projets, autour de programmes qui sont orienté vers l'université ou orienté vers la société. Ça, c'est à mes yeux très important. Comptez-vous justement faire de cet engagement étudiant un véritable outil de communication dans le souhait de vouloir attirer de nouveaux étudiants? Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Les étudiants sont là et ils resteront là. Je pense qu'ils le font déjà très bien. Par leur présence. Évidemment, la preuve en est, notre croissance est claire. Nous augmentons 5% notre capital étudiant annuellement. Voilà, je crois que ça ne sert à rien non plus. Mon objectif n'est pas de passer de 5 à 10%, il faut savoir suivre et il faut garder ce qui est avant tout une de nos forces, c'est cette proximité. Et si on va trop vite en croissance, nous risquons qu'une force devienne une faiblesse. Ce n'est pas ce que je cherche. Il faut pouvoir suivre. Il ne faut pas être, on doit être capable de contrôler notre croissance plutôt que l'inverse. Ça, c'est très important. Et une manière de bien démontrer l'importance que nous donnons à cette liaison université-étudiant, c'est que nous avons un conseiller de l'équipe rectorale, en la personne du professeur Cornu, Pierre Cornu, qui sera conseiller aux affaires étudiantes. Nous ouvrons, cette fois au sein du collège, un conseiller aux affaires étudiantes et qui participera avec moi au CASE. Et donc il y aura Pierre Cornu et moi qui serons présents. Okay.
Justement, vous citiez ce que nous on appelle le CAS, là, puisque c'est une véritable... Ah, moi je dis casé parce que voilà. étudiant. Voilà. Étudiant. Donc, c'est des affaires sociales et étudiantes. Étudiant, oui. Vous avez... Ça faisait un peu CAS. C'est une appellation qu'on lui donne directement, mais en effet, si on suivait le étudiant, ce serait plutôt casé. Mais dans cette optique justement des affaires étudiantes, vous avez rencontré la direction des affaires étudiantes, oui. qui est une direction qui regroupe une multitude de services. Oui. Donc ça reprend les restos, ça reprend les logements, ça reprend le service social, ça reprend le sport. Aujourd'hui, quelle est votre vision de ces affaires étudiantes à Limoges? Mais je pense qu'elle a très bien évolué. Elle fait partie de cette dynamique dont je parlais il y a quelques instants. Elle doit poursuivre son évolution, elle doit poursuivre sa structuration. Tu viens de le dire, il y a énormément de sous-catégories, de matières, et donc il faut poursuivre cette structuration. Et l'interaction au niveau du CAS permettra de mieux définir encore les besoins et les moyens, pas seulement les moyens financiers, mais les moyens de suivi, l'organisation. Je l'expliquais lors de mon intervention publique, nous souhaitons mettre sur pied des groupes de travail pour alimenter la réflexion. Et parmi ces groupes de travail, nous avons discuté avec Pierre Cornu d'un groupe de travail relatif aux affaires sociales et affaires étudiantes pour voir un petit peu, aujourd'hui je ne peux pas répondre, je n'ai pas assez de recul, mais par la pratique, grâce à l'alimentation de la réflexion venant de ces groupes de travail, nous pourrons mieux répondre à ce que sont les besoins aujourd'hui, ce qui risque de devenir demain et comment pouvoir satisfaire la demande. Et dans cette implication, vous estimez qu'il serait judicieux d'investir des étudiants dans la réflexion? Bien sûr. D'ailleurs, je pense l'avoir dit, dans nombre de groupes de travail, nous ferons appel aux étudiants, en tout cas leurs représentants, qui veulent bien participer, alimenter la réflexion. Hein. Comme je dis, c'est une réflexion qui ne peut être alimentée que par les gens qui la vivent. S'il y a une question, il faut d'abord bien identifier la question, et si on veut apporter des éléments de réponse, il faut des personnes qui pratiquent la matière. C'est la plus longue de toutes, elle regroupe plusieurs petites questions, et je vais vous demander en fait simplement de répondre pour ou contre. J'ai un joker? Pourquoi pas, mais en émettant de toute façon, si vous le souhaitez, quelques mots qui appuieront votre marque, qu'elle soit pour ou contre. Et je vais commencer par la plus lourde. Êtes-vous pour ou contre les baptêmes étudiants? Je suis pour. Je suis pour. Tant que ce n'est pas un bizutage, un baptême étudiant, c'est une manière aussi qui permet l'intégration d'un étudiant dans un groupe. Ça doit être, qu'on comprenne bien, donc ce n'est pas un bizutage, c'est une intégration, donc elle doit être contrôlée, elle doit être modérée, et elle ne doit pas être imposée. Si un étudiant ne souhaite pas baptiser, ça ne doit pas être pour lui une exclusion. Ça doit vraiment être sur base volontaire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas baptisé qu'on n'est pas intégré. Okay. Ça, pour moi, c'est capital. Okay. Êtes-vous pour ou contre le maintien des loyers actuels au sein des logements universitaires? Moi, franchement, ça c'est une question que j'ai posée à la direction justement des affaires étudiantes. Je trouve que par rapport à ce qui se passe ailleurs, nous bénéficions déjà de loyers locatifs très acceptables, même parfois réduits. Et donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut poursuivre notre action d'offrir des logements de qualité, de proximité, à un coût totalement acceptable, accessible, c'est ce que je cherchais pour nos étudiants. Et là aussi, on parlait tout à l'heure des infrastructures, il faut voir aussi, je crois qu'on est à près de 900 maintenant. 890, et je suis pour le moment en pré-discussion avec notre recteur, évidemment, Calogero Conti. Avant-hier, nous avons reçu une autre proposition pour augmenter encore de 96 logements étudiants supplémentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans mes souvenirs, je pense qu'on reçoit à peu près 1600 demandes minimum tous les ans. Ouais. Donc on refuse aujourd'hui
700 étudiants qui potentiellement se retournent vers le privé dans des qualités de logement qui sont peut-être pas les mêmes, pour des prix qui ne sont pas les mêmes. Ça, on en a la belle confirmation de toute façon. Et donc, ce sera un objectif peut-être pour vous d'enrichir peut-être l'institution. Ben oui, comme je viens de te le dire, là, on envisage près de 100 nouveaux cotes pour étudiants, ici à proximité, non loin de la plaine de Nimy. On ne va pas répondre du jour au lendemain à toutes les demandes, certainement pas, mais on reste de nouveau dans cette dynamique. Alors aussi, il faut se rendre compte, ce qui est très important, c'est offrir des logements de qualité à un coût totalement accessible, mais il y a aussi tout l'aspect entretien, suivi, qui est très important. Êtes-vous pour ou contre le soutien, vous l'avez signalé pour notamment des structures festives, mais le soutien d'activités festives fédératrices, y compris dans des aides financières apportées par l'institution? Et ça c'est dans la totale continuité de ce que fait ce qu'a proposé et ce continue à proposer Calogero-Conti. Il suffit de regarder l'activité les 4 heures Quistax, la fête de rentrée académique et tout ça doit se faire avec le soutien, l'accord et le contrôle institutionnel, évidemment. Moi je suis dans cette lignée également. Et j'ai ma dernière question. Êtes-vous pour ou contre l'élection de Philippe Dubois en tant que futur recteur? Bien sûr, hein. Je pense que je ne me serais pas lancé. Ce fut pour moi réellement une question qui ne date pas des années, je crois, d'ici. Hein. Je suis parti pendant un an sabbatique. Oui. Et c'est à ce retour de cette sabbatique que je me suis rendu compte à quel point j'avais un élastique au pied par rapport à notre institution qui m'a tant donné. Et pour le savoir que j'avais cet élastique, il fallait qu'il soit tendu. Et donc c'est là que je me suis dit, oui, voilà, c'est quand même une institution assez remarquable. Moi qui viens d'une institution de taille identique, comme l'université de Namur, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'université de Liège, beaucoup plus grande. Je peux dire sincèrement, j'ai eu grand plaisir à étudier, à travailler au sein de ces institutions, mais mon plaisir est encore bien plus décuplé ici à Mons, et ce qui me pousse à dire, bien sûr, que je suis pour. Je mettrai une croix sur mon nom lors des votes le 23 et 24 avril, et j'invite évidemment la communauté, et plus particulièrement les étudiants, à me faire confiance, et plus qu'à me faire confiance, à faire confiance vraiment à toute une équipe. Merci beaucoup. Avec plaisir.